Salut guys, comment ça va? Mon nom c'est Patrick Lee, je suis courtier en financement commercial. Puis aujourd'hui, je vous montre la compagnie la plus cool à Granby. J'étais avec Alex, enchanté. C'est ici qu'on accueille les clients, évidemment. Tout ce qui est design, service à la clientèle, les ventes, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est la sérigraphie. Fait que tout ce qui est gros volume. Ici, on a la réception, l'expédition. Fait que ici, c'est l'impression digitale. Donc, on presse à chaud. Donc, la broderie, c'est le classique, right? Tout ce qui est casquette, évidemment, manteau. All right, l'impression est grand format. Regardez ça, guys. Ils mettent des échafauds, après ça, ils collent le collant grand format. Donc là, on est rendu dans le garage de PPF. PPF, c'est Paint Protection Film en anglais, aussi appelé pare-pierre pour les francophones. C'est une pellicule qui est super épaisse, qui va venir protéger le véhicule. Ça a une garantie de 10 ans. Ça, c'est une pellicule d'un film transparent qu'on installe. Donc, le but, c'est que si on installe un film transparent, c'est qu'on ne voit pas le film quand on a fini la job. Merci beaucoup de m'accueillir dans tes lieux aujourd'hui. Merci pour ton temps. Guys, si vous avez des t-shirts, des wraps à faire, c'est la référence au Québec. Bonjour guys, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai une super belle émission pour vous. C'est la première fois que je fais un podcast qui est remote, comme on pourrait dire. Je suis pas dans mon studio aujourd'hui, mais je suis au siège social de l'entreprise Printees et Wrap 360 avec Alex. Alex est un cofondateur avec son frère de cette entreprise de Granby, mais Alex aussi est un entrepreneur qui ça fait bien longtemps. Vous allez découvrir un super beau personnage durant l'émission. En tout cas, moi, j'ai été charmé la première fois que je l'ai rencontré. Puis tout de suite, l'éthique de travail, tout ça, on s'est dit qu'il fallait faire un podcast sur cette belle histoire-là. Alex vit une super belle situation d'entrepreneur. Il vit une super croissance dans son entreprise. Puis aujourd'hui, ben, on va couvrir le passé, le présent, mais le futur aussi de son parcours entrepreneurial. On aurait aimé ça aussi avoir son frère, mais comme vous savez, une business, il faut que ça roule. Je suis très chanceux de l'avoir avec moi aujourd'hui, ce matin. Mais j'espère que vous allez apprécier le podcast. Donc, Alex, comment ça va aujourd'hui? Salut Pat, merci pour l'invitation. Ben, merci pour l'invitation, parce que là, on est chez vous là, en ce moment. Ben oui, écoute, je pensais que c'était important pour toi de venir voir nos locaux, puis voir qu'est-ce qu'on fait, puis rencontrer le monde ici, puis voir la vibe. Là. Ouais, écoute, franchement, là, la première fois que je suis venu, c'est la semaine passée d'un cold call. Écoute, j'ai vu une publicité sur les médias sociaux. J'ai vu la compagnie de ton frère avec le petit overboard, tout ça. J'ai fait « Wow, ça a l'air d'une compagnie cool, ça. Je vais les appeler. » Parce que moi, je fais du financement d'entreprise. Puis right away, tu sais, ça a marché, tout ça. Je suis venu vous voir, super ouvert d'esprit, très impressionné par l'entreprise, honnêtement. La propreté des lieux. On va en parler de la business, mais moi, j'aime ça aussi parler du parcours de l'entrepreneur, puis c'est quoi le minding en arrière. Puis je voulais savoir, c'est qui dans le fond, Alex? Ça commence d'où tout ça? Puis tu peux commencer du secondaire, t'es quel genre de personne? Si tu as des idées complètement différentes, tu ne fais pas dans le frame, tu sais. Parle-moi de toi, mettons, au secondaire, t'es qui, tu sais? Mais merci pour l'introduction. D'ailleurs, j'ai juste mentionné que ton approche était vraiment spéciale. Tu sais, j'ai vraiment aimé ton approche, puis c'est pour ça, c'est rare, on en reçoit tellement de courriels à tous les jours. Puis comme je te mentionnais quand on s'est parlé, puis on s'est rencontrés la première fois, j'ai dit, c'est rare qu'on réponde à ces genres de courriels-là, étant donné le volume qu'on reçoit, mais ton approche était vraiment différente et humaine, puis c'est pour ça que je t'ai répondu. Finalement, ça a amené à une belle rencontre, je pense. Oui, absolument. Puis, merci pour ça, encore une fois. Pour répondre à ta question, mon parcours d'entrepreneur, écoute, présentement, j'ai 34 ans. Ça a débuté, là, je te dirais, autour de 20 ans. J'étais à l'université Bishops. J'étais un sportif dans l'ombre, j'ai joué au hockey toute ma vie. Puis finalement, à la fin de carrière junior, j'ai décidé de prendre le parcours de l'université puis de continuer en fait de débuter mon entreprise. Comment ça a débuté tout ça? C'est un petit peu, pas par hasard, mais ou presque. On avait un projet à faire à l'université dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat. OK. Il fallait monter un plan d'affaires sur une nouvelle idée ou une nouvelle idée d'entreprise quelconque. Et on était jugé par ça. Puis à la fin du cours de la session, il y avait un concours style Dragon's Den. OK. Donc, j'étais comme, bon, on fait quoi? On était dans un groupe de 4. On était dans une équipe de 4. Finalement, à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai dit, il me semble qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui avait déjà inventé quelque chose. Fait que là, j'ai contacté, c'était un de mes oncles qui s'appelle Pierre. Je disais, Pierre, il me semble que
tu m'avais déjà parlé de ton idée, là, que tu avais inventé quelque chose, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis j'ai dit là, j'ai un projet à faire à l'université, puis je sais pas trop quoi faire. OK. Fait que là, il commence à me raconter son histoire de... c'était des barrières motorisées, mais préfabriquées. Puis il avait breveté l'idée 10 ans auparavant. Wow. Donc, le gars, c'est un inventeur super brillant. Trouver une solution à un problème, surtout pour le gel puis le dégel. Le système, c'est quoi? C'est que c'est 2 portes, des barrières, comme on voit devant les grosses maisons, entre autres. Deuxième. Excuse-moi. Ah, il n'y a pas de stress. Donc, c'est ça. Les barrières devant qu'on voit devant les grosses maisons. Puis, le but, en fait, c'est que c'est connecté par une fondation dans le sol. Donc, ça l'empêche, le gel puis le dégel, de faire bouger les colonnes, les portes. Fait que c'est toujours droit. OK. Je trouvais l'idée vraiment bonne. Je me disais, pourquoi que c'est pas commercialisé? T'sais, l'idée est tellement bonne qu'il faudrait faire de quoi avec ça. Je disais, hey, tu me permets-tu de comme, prendre cette idée-là, puis faire un plan d'affaires, puis de l'utiliser à l'école? Il me disait, oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Fait que j'amène ça à mes autres coéquipiers. Finalement, on monte le projet là-dessus. On se rend en finale de cette mini-compétition-là à l'école. On gagne la bourse. Wow. Je pense que c'était comme 500$. Ben, c'est ça, pareil, tu sais. Bref, c'était le fun. C'était vraiment un beau projet. Puis, moi, je rénovais des appartements dans ce temps-là. Fait que je faisais de la peinture, je rénovais des salles de bain pour un entrepreneur, un gars qui avait comme 2000 portes dans la région de Sherbrooke. OK. Puis là, j'ai dit, garde, au lieu d'aller faire ça cet été, j'ai envie de commencer à vendre ce produit-là parce que j'y croyais vraiment. Je trouvais que c'était brillant comme idée. OK. Fait que je suis retourné vers mon oncle. Je lui ai dit, écoute, ça te tenterait-tu qu'on le fasse ensemble, tu sais. Mais zéro budget, tu sais, je vous dis, j'étais à l'école. Puis qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour promouvoir ce produit-là? Tu sais, je pars legit, là, mon compte de banque, c'était pas 1000$. Fait que là, j'ai vu une annonce passer en même temps. Première édition de l'émission Dans l'œil du dragon. Oh. Fait que là, j'ai dit, c'est ma chance. J'ai dit, j'ai 2 choix, soit que je le fais ou je le fais pas, je le fais. Fait que finalement, je commence à mettre mes annonces sur Kijiji parce que c'était gratuit. Dans ce temps-là, c'était ça. Puis on commence à vendre ça, tu sais, quand même pas trop cher. Puis c'est une clientèle, on s'entend, haut de gamme. Ouais. Écoute, je me souviens, là, les premières barrières qu'on faisait, je les faisais dehors. OK? Fait que j'ai appris à souder. Wow. On les faisait dehors. Je me souviens, la première barrière qu'on a livrée, c'est à Québec, dans le mois de novembre. Il s'est mis à neiger, c'était une tempête. On gelait, là. Assez qu'on est arrivé sur place, puis on pouvait même pas creuser, parce qu'au début, je creusais à la main. Je faisais les tranchées à la main. Wow. Vraiment, là, pour ça sauver. Commence là. papier, crayon, là. Exact. Assez qu'on a dit au client, écoute, ça te dérange-tu qu'on la drop dans ta cour, la barrière? Tu sais, ça pèse 5000 livres, là, on s'entend. Parce qu'on n'est pas capable de creuser. Client, tu sais, vraiment d'adon. Ouais. Il dit, il n'y a pas de problème. Écoute, on revenait au printemps, finalement. On est retourné au printemps d'après. Entre-temps, il y avait un salon de l'habitation à Montréal. C'était 10 jours de temps, je pense, à la place Bonaventure. Je dis, il faut que le produit il se fasse connaître, tu sais. Fait qu'on se loue un 10 par 10, on fait un échantillon, on fait par les moyens du bord. Pendant ce temps-là, on se fait accepter à l'émission Dans l'œil du dragon. Wow. Fait que je pense que quand on a filmé l'émission, ça faisait 6 jours que j'étais en train de pitcher mon idée devant des gens à la place Bonaventure. Donc, tu sais, j'étais vraiment fresh au niveau de la vente. Ça a super bien été. Sur le plateau, on a comme fait un deal, même si c'est pas officiel. Ouais. Il y avait Daniel Henkel puis Gaëtan Frigon dans ce temps-là. OK. Puis c'était comme 150 000 pour... il me semble que c'était comme 25 là, si je me C'est souviens bon, bien. là. Tu sais. Dans ce coin-là. Évidemment, il n'y a rien d'officiel. Ah ouais. On s'entend, là, je pense que c'est pas 10 des deals qui sont acceptés qui passent dans cette émission-là. Fait que le tien... Fait que finalement, par la suite, écoute, on va au salon, on fait quelques ventes, on réussit à sortir notre épingle du jeu. Finalement, on se rencontre à Montréal avec mes futurs associés. Finalement, on décide de façon mutuelle que c'est mieux qu'on continue de notre côté. Donc, comment que ça l'a fait? En fait, écoute, il y a tellement de sacrifices qui ont été faits. J'allais à l'école. C'était ma 2e année à l'université. Je couchais dans ma shop. Donc, j'avais acheté un lit escamotable. J'étais avec ma blonde, que je suis encore avec aujourd'hui. On a 4 enfants. Wow. J'avais 2 chiens. Puis le matin à 6 heures, je relevais le lit. C'était mon bureau. J'avais des clients qui venaient.
On louait, je pense, c'était comme 2000 pieds carrés dans le temps. Wow. Ma cuisine était à côté de la soudeuse. Il y avait la poussière. Ouais, c'était quelque chose. C'est pour ça que ta shop est propre de même. J'ai mangé des toasts avec la poussière dessus. Malade, c'est malade. Fait que, long story short, je pense qu'on est resté là 4 mois de temps. Le temps que les finances se replacent puis qu'on aille de l'avant. Ensuite de ça, de fil en aiguille, on a commencé à vendre sur la côte est des États-Unis, en Ontario, au Québec. On a pris une bonne part du marché. C'était un bon produit. De 2011 à 2021, j'ai fait ça. 10 ans de temps, jour pour jour. Et puis, vers la fin, écoute, moi, j'avais comme des grosses ambitions. Tu sais, c'est un modèle d'affaires qui est très, très niche. C'était des bonnes marges, évidemment. Sauf que, tu sais, c'est une business avec 5 employés, puis j'avais comme le goût de plus dans la vie. Tu sais, j'avais le goût de... Pas qu'on n'aurait pas pu la grossir plus. Évidemment, j'avais peut-être des divergences d'opinion avec mon partenaire, mais en gros, c'est que j'avais le goût de vivre plus, d'essayer quelque chose de plus grandiose. Tu voulais genre corporate, là. Écoute... Pas mom and pop shop, là. Tu voulais quelque chose de corporate, là. Ouais, exact. J'étais comme un peu le jack of all trades aussi. Tu sais, je faisais les ventes, je faisais l'installation, je faisais un peu de tout, puis pas que j'étais tanné de faire 100 000 km par année, mais je me disais, il y a sûrement plus dans la vie. Comment je peux optimiser ma situation? Je sentais que j'étais comme peut-être pas à ma place nécessairement, que je pouvais apporter plus à une entreprise. Malgré d'avoir du succès, là, tu sais. Ouais, exact. Non, on s'entend. Tu sais, je vivais très bien, puis tu sais, pas que j'aimais pas ma job, j'aimais vraiment ça. Je rencontrais des gens superbes, tu sais, des athlètes, des vedettes. Ouais. On les a toutes faites, là, mais je sentais que j'avais besoin de plus. Fait que c'est là que mon frère Sean et mon père René, eux, ils avaient comme parti 360 Autorap en 2012. Donc, tout ce qui est lettrage, affichage, wrap de véhicules. Et mon frère, autour de 2016, m'avait approché. Il m'a dit, écoute, on fait du wrap, mais on a beaucoup de demandes pour tout ce qui est vêtements corporatifs. Évidemment, on servait beaucoup d'entreprises. Ben oui. D'ailleurs, on en sort encore énormément. C'est complémentaire. Exact. Donc, mon frère avait comme un peu le goût de se partir là-dedans. Fait que en 2016, j'avais dit, écoute, je vais t'aider, je vais te financer une partie de l'acquisition des premiers équipements. Puis écoute, on essaie ça. On essaie ça. Finalement, ben, c'était comme un peu mon plan B qui est devenu mon plan A avec la force des choses. Puis depuis 2021, je suis à temps plein. On est rendu en 2024. Ça fait un petit peu plus que 3 ans et demi. On a fait l'acquisition de notre première bâtisse, 25 000 pieds carrés. On est passé de 12 employés à 38 maintenant. Puis on a le vent dans les voiles. C'est vraiment le fun, qu'est-ce qui se passe ici. Fait que là, tu es en train de vivre ton corporate life tranquillement. C'est pas sans défi. Je te dirais que j'ai jamais eu une entreprise qui a autant d'employés. Fait que c'est vraiment d'autres défis, là. Il y en a sûrement d'autres qui vont pouvoir s'identifier là-dessus que plus que tu as d'employés, plus que c'est de gestion dans un sens. Mais j'aime le défi. Oui, ça fait beaucoup de monde sur ton payroll, mais j'ai toujours été un gars sportif. J'ai joué au hockey dans des équipes. J'ai été souvent capitaine aussi. Donc, ici, je pense qu'on est en train de bâtir une équipe ultra solide, que ce soit aux ventes, au service à la clientèle, avec la production. Puis sans cette équipe-là, on ne serait pas capable d'être où est-ce qu'on est en ce moment. Puis où est-ce qu'on s'en va? Je pense qu'on va passer de 38 à 50 employés et plus dans les prochains mois. Ça prend l'équipe au complet, mais ça prend plus que l'équipe. Ça prend les installations, ça prend la stratégie marketing, ça prend les finances, qui sont évidemment dans la croissance super importante. Donc, c'est un beau défi que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais vraiment, là, on connaît une croissance exceptionnelle en ce moment. Puis, moi, j'ai fait le tour de la shop 2 fois. Je sais que les choses se passent bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui crie. Personne crie, il n'y a pas personne qui parle. Tout le monde sait exactement ce qu'ils doivent faire. C'est quasiment automatisé. Les gens, pas automatisés, genre sont des robots, mais c'est comme, ils savent quoi faire. Il n'y a pas d'enjeu nécessairement. Puis il y a peu ou pas d'erreurs de commande. Mais écoute, c'est ça le défi de notre business. Il y a tellement de... C'est tout du custom, 100%. Donc, il n'y a pas une commande qui est pareille. Donc, pour nous, le système qu'on utilise fait une grosse différence.
la structure, donc comment on va, le layout, là, le floor layout, là, comme on dit, super important. Donc, la façon que la commande est traitée du moment qu'elle est passée, soit sur notre site web ou avec un de nos conseillers, du moment que c'est traité, les commandes, la réception, l'impression, la broderie, l'expédition, le service après-vente. Donc, c'est tous des systèmes qu'on peut automatiser jusqu'à un certain point, puis qu'on a réussi à faire, tu sais. Mais c'est vraiment... toutes les étapes sont importantes dans ce système-là. Là, tu as un nouveau set de challenges, tu en as parlé, c'est comme l'industrialisation. Parce que là, tu es rendu à un point où ce que tu comptes le nombre de secondes que l'item rentre, puis le nombre de secondes que l'item sort. Puis là, il faut que tu limites les déplacements d'employés, il faut que tu limites le temps de chaque opération pour pouvoir arriver à ton 3 à 5 jours de shipping. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, on est dans une industrie, si on regarde la moyenne, exemple, de la moyenne nationale pour les industries qui sont dans la sérigraphie, par exemple, c'est autour de 8 à 10 de bottom line. On s'entend, là, c'est très minime. Donc, on compose avec des marges qui sont très basses. Okay. On ne peut pas se permettre l'erreur dans ce business-là. Donc, c'est important d'avoir des systèmes en place qui vont faire en sorte qu'on évite ces erreurs-là pour qu'on puisse être rentable et qu'on puisse scaler ou qu'on puisse grossir l'entreprise comme il faut. Oui. Puis, quel genre de défi quotidien que tu t'attendais pas à rencontrer? C'est une très bonne question. On dirait que cette question-là pourrait être répondue dans plusieurs sphères. Que ce soit, je pense qu'actuellement, notre plus gros défi, c'est le cash flow. Quand tu es en hyper-croissance, mais tu dois composer avec des comptes payables, recevables, les deux côtés. Je pense que je le savais. Ta question, c'est plus comme à quoi tu t'attendais pas, mais je pense que je le savais un peu qu'est-ce qui s'en est, dans le sens que je savais que plus que tu as d'employés, plus que c'est de la gestion. J'ai 4 enfants, fait que 4 versus 1, c'est pas pareil. Ouais. C'est un petit peu la même game. Donc, je pense que les défis, c'est au niveau de la gestion du staff. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait encore là pour avoir une meilleure gestion du staff? On a rentré le logiciel Agendrix récemment, quand on est dépassé 20 employés. Donc, ça a vraiment amélioré la communication, la gestion d'horaire, surtout que là, on va implanter un deuxième chiffre. Donc, le logiciel a vraiment aidé à la gestion des employés. On a rentré aussi les avantages comme les REER, RPDB, qui ont été très, très bons aussi pour nous et pour les employés. Donc, c'est vraiment, ça l'aide à la rétention, ça l'aide à... Tu sais, nous, le but, c'est que tous les employés aiment leur job, qu'ils soient à la bonne place. Fait que, tu sais, des fois, on a des employés qui sont dans une station, qui sont dans un poste, qui sont moins heureux, qui aimeraient mieux être ailleurs. Mais on essaie de mettre les gens où est-ce qu'ils sont bons, puis où est-ce qu'ils aiment ça aussi. Ouais. Pour nous, c'est super important là, que les employés ils aiment leur job. Qui veulent rester à long terme. Absolument. Mais je pense que tu as même, je veux pas dire une politique interne, mais tu sais, une ouverture d'esprit, est-ce que les employés maîtrisent toutes les stations? Parce que, tu sais, l'entreprise grossit, là, on en parle, il y a des plans d'expansion. Ça va peut-être amener un autre genre de service, tu sais, puis tu vas avoir des employés indépendants, tout ça. Mais aussi, ce qui arrive beaucoup, puis dans l'industrie, c'est le taux de rotation, OK? Le taux de rotation, ça coûte super cher parce que là, c'est former des nouveaux employés, tout ça. Mais je pense qu'en ce moment, tu peux avoir une fierté du genre, j'engage quelqu'un de nouveau, j'ai à peine besoin d'intervenir pour le training de la personne, tout le monde sait déjà quoi faire. Fait que ça, c'est vraiment une belle fierté. Puis tu gardes ton staff aussi, là, tu sais. Oui, exactement. Il y en a qui sont là, ça fait 10 ans, quand je passe surtout au rap. Mais oui, effectivement, tu sais, chaque employé qui puisse savoir un peu quoi faire n'importe où ou presque, c'est super important pour nous. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a qui sont en vacances, des fois que, exemple, il y a des départs, mais c'est assez rare. Je te dirais qu'on garde quand même notre staff. Ouais. Mais effectivement, que s'il y a des nouveaux, on peut se faire le training comme il faut, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Puis aussi, c'est moins répétitif. Si tu es capable de faire plus qu'une station, ça devient que ton travail est plus plaisant dans un sens. Absolument, absolument. Puis, je voulais parler aussi du type de client que tu as. On va commencer par Printeez, parce que, bon, Printeez, c'est ce qui drive quand même bien. N'empêche que 360 Auto... Ben, tu sais, je te dirais pour, pour répondre à ça, c'est que c'est comme deux business quasiment différentes, mais connexes. C'est que le rap, les marges, oui, évidemment, sont meilleures. C'est beaucoup sur la main-d'œuvre. Ça prend la main-d'œuvre hyper spécialisée. Ouais.
Mais tu sais, moi, on l'appelle le tugboat. Là. C'est tout le temps constant, c'est tout le temps du repeat business, les mêmes compagnies qui reviennent à chaque année, on donne un excellent service année après année. Fait que ça, c'est comme tout le temps constant. Printer, c'est que tu peux expédier partout dans le monde. Ouais. Donc, évidemment, si ton reach il est plus large, tu peux prendre plus d'expansion. 360, c'est un peu plus local dans notre mindset. Puis, évidemment, on pourrait la grossir, avoir des franchises, aller là. Ça. Mais notre mindset actuellement, c'est de grossir la portion vêtements. Qui, à nos yeux, on est en excellente position dû au système qu'on a actuellement pour la production, dû aussi à notre nouveau site web qu'on a bâti depuis plusieurs mois, les nouveaux programmeurs qu'on a rentrés à l'interne, l'équipe qu'on a, les équipements qu'on a acquis aussi. On est en excellente position pour vraiment aller au prochain niveau. Pour répondre à ta question, c'est qui nos clients? On a encore beaucoup de clients corporatifs, donc des clients locaux qui veulent faire du merch pour leur entreprise de construction, les plombiers, etc., les électriciens. Mais de plus en plus, ça va être des marques, des brands, donc des gens qui vont faire de la revente, que ce soit de la revente en boutique ou de la revente en ligne. Notre nouveau modèle d'affaires depuis le 1er février, c'est qu'on fait du print on demand. C'est quoi le print on demand? On peut aussi appeler ça le dropshipping, c'est-à-dire que tu peux débuter ta boutique Shopify, commencer à vendre des t-shirts, des casquettes, des hoodies, des crewnecks en ligne sans avoir d'inventaire. Ouais. Donc, pour toi, ça limite le risque et tu te connectes avec un producteur comme nous, donc un manufacturier comme Printees, qui va expédier, qui va produire et expédier chaque commande sur demande. Ouais. Donc, on voit là, c'est un modèle qui est hyper croissant. Juste à titre d'exemple, en 2022, c'est un marché de 5,9 milliards et en 2031, il est estimé qu'il va être à 39 milliards. Donc, pour nous, c'était comme, OK, comment on fait pour rentrer dans ce marché-là? Si on regarde les gros de ce monde, exemple, je vais nommer des noms, Printful, Printify, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont un peu les pionniers là-dedans, ils ont de la misère à fournir. Fait qu'ils ont un problème de délai de livraison. Ils ont aussi un problème de qualité parce que qui dit trop de volume, des fois, trop d'employés, des fois, ils sont pas capables de suivre la game non plus avec les nouvelles technologies. C'est tellement des grosses machines qui n'ont pas le temps d'implanter des nouvelles technologies. Ouais. Nous, on est versatile. Donc, on est capable d'implanter ces technologies-là assez rapidement. Puis, le fait qu'on ait nos propres programmeurs maintenant, qu'on ait notre plateforme, ça nous a permis de faire ça. Okay. Donc, c'était game changer pour nous. Oui, la programmation, avoir un système là, en place. Ouais. Puis aussi, vous avez quelqu'un qui fait le contenu interne. Ouais. Tu sais, la seule affaire, tu sais, avec l'hypercroissance, tout ça, tu l'as dit, c'est qu'on perd de la qualité. Là, toi, en ce moment, tu arrives à un moment où ce que tu te dis, bon, est-ce qu'on fait un modèle d'affaires où c'est franchisé au lieu d'agrandir mon espace? Est-ce qu'on commence complètement dans une nouvelle warehouse super grosse, puis là, on arrive avec les mal de tête du déménagement puis tout ça? Ou est-ce qu'on fait juste suivre la cadence tranquillement, mais là, si on fait ça, on laisse de l'argent sur la table? C'est où tu te situes par rapport à ça? C'est une excellente question, puis c'est une question qu'on se pose depuis plusieurs mois. Tu sais, en ce moment, je te dirais qu'on self-fund, c'est-à-dire qu'on réinvestit pratiquement tous les profits, mis à part, tu sais, un peu les banques qui, bon, pour les marges de crédit, ces trucs-là qui sont avec nous, on n'a pas d'investisseurs privés autres que nous. Donc, est-ce que c'est la route qu'on va prendre? Peut-être. On a des gros plans. Est-ce que c'est la route qu'on préfère? Je ne penserais pas. Okay. Mais effectivement, c'est une décision que je pense qu'on va falloir qu'on prenne assez rapidement. L'espace se fait de plus en plus petit. Il y a de plus en plus de commandes qui rentrent tous les jours. On a des nouveaux clients qui rentrent avec nous à tous les jours, qui font le changement de Printful, Printify vers nous. Le service, oui. Pour notre service hyper personnalisé parce qu'on est encore capable. Puis je pense que c'est notre optique de le faire le plus longtemps possible. Ben oui. Et notre qualité qui est constante aussi, étant donné qu'on a des nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. Donc, pour nous, ça va être une décision qu'il va falloir qu'on prenne, je pense, dans les prochains mois. Mais effectivement, d'avoir peut-être une place un petit peu plus grosse, là, on a comme 25 000 pieds carrés, mais d'avoir un 100 000 pieds carrés d'ici 2 ou 3 ans, je pense que c'est très, très réalisable. Oui, OK. 2 ans, oui, effectivement, peut-être. Bien, regarde, ça dépend du marché, tu sais, ça dépend de plein d'affaires. Tu sais, durant la COVID, moi, je travaillais dans les banques. Moi, personnellement, pendant la COVID, là, quand ça a commencé, je me disais, oh mon Dieu, le marché de l'immobilier va s'effondrer. Qu'est-ce qu'on va faire, tu sais?
Puis c'est pas ça qui est arrivé, là. Il y a un essor complet, tu sais. Est-ce que là, la cadence se maintient pour toi? Ça va-tu être ça à chaque mois? Moi, j'ai vu un petit peu les chiffres que tu m'as montrés de mois en mois, c'est plus pareil, là. Puis, bon, le service est là, il demeure toujours. Penses-tu qu'à un certain moment donné, peut-être la cadence va ralentir? Je pense pas que ça va ralentir. En fait, si elle ralentit, c'est parce que c'est nous qui va la ralentir. OK. Soit par un manque de funding ou dire, bon, ben, on veut continuer à garder notre qualité, puis là, on peut pas produire aussi rapidement. Je pense que ça va venir de nous, la décision. OK. La vitesse à laquelle on va croître. Ouais, c'est vraiment des beaux défis, tout ça. C'est la vie d'entrepreneur, ça spin. Tu te couches le soir, tu fais juste à penser, OK, ben, à toutes les solutions que tu peux trouver, à tous les, on va dire, problèmes, mais c'est pas des problèmes, c'est des challenges. Que ce soit au niveau du RH, au niveau de la croissance, au niveau des finances, layout sur le plancher. Ouais. Il y a tellement de facteurs qui sont dans la tête des entrepreneurs. Variable en ce moment. Comment tu fais pour te ressourcer par rapport à ça? Parce que tu as quand même 4 enfants, tu as une femme, je veux dire, tu as une vie personnelle assez complète. Déjà, des fois, il y en a qui ont un enfant ou deux, puis ils arrêtent l'agressivité au travail, tout ça. Je veux pas dire qu'ils sont des gens agressifs, mais comme d'avoir faim, avoir cette fougue-là de vouloir performer, tout ça. Toi, tu ne sembles pas ralentir. C'est quoi ton secret par rapport à ça? Comment tu gères ton temps, tu sais? En fait, un petit peu ma routine, là, c'est que, comme je t'expliquais tantôt, on s'entraîne tous les matins ici. Donc, pour moi, l'entraînement, c'est super important. Ça me fait décrocher, ça me fait penser à d'autres choses. Ça fait aussi que je vais pouvoir probablement jouer avec mes petits-enfants. Pour moi, je vois à long terme. Du même type que pour la business, c'est pas une business qu'on veut vendre dans 2 ans. C'est une business qu'on aimerait léguer à nos enfants. Okay. Notre mindset est vraiment à long terme. Je dois dire que notre équipe est vraiment autonome. Est vraiment autonome. C'est elle qui fait la différence. C'est pour ça qu'on est capable d'être où est-ce qu'on est actuellement. Mais je te dirais aussi, niveau personnel, ma femme, c'est une femme d'exception. Il n'y en a pas deux comme elle. C'est une superwoman. Fait que, sans elle, je pourrais pas être là. Je dis pas assez souvent, mais j'espère qu'elle va pouvoir écouter ce podcast. Merci, mon amour. Merci. Mais, pour le vrai, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je sais que la business des enfants, elle s'en occupe. Oui, je suis là la fin de semaine, le soir. Pour moi, c'est super important d'être là pour souper. Après 5 heures, c'est ça, tu m'avais dit, là, parce que moi, j'étais comme, regarde, peut-être quand les employés sont pas là, on pourrait le faire dans le chat. T'es comme, non, regarde, moi, c'est après 5 heures, mes enfants sont importants. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je t'admire pour ça parce que beaucoup de gens, puis c'est là où je veux pas dire les problèmes, où les challenges familiales arrivent, bon, ils ont de quoi, là. Ils savent, ça roule, là. Puis là, ils sont comme, bon, OK, gars, je vais mettre un petit peu ma vie de familiale de côté. Je vais me focusser là-dessus. Puis là, quand mes enfants seront plus grands, je profiterai de l'argent que j'ai fait avec eux. Mais tu sembles pas... Non, pour moi, tu sais, c'est super important que... Ils sont en bas âge, là, quand même. Ouais, j'ai 3 filles et un gars de 1 an à 8 ans. Donc, c'est tous des enfants à bas âge, effectivement. Puis ils font tous du sport, soit compétitif, ils sont tous actifs. Pour nous, c'est super important qu'ils soient dans le sport. Fait qu'à tous les soirs, c'est pas compliqué, là. Moi, quand je me retourne vers la maison, c'est soit que je vais en chercher une à la gymnastique ou une au trapèze ou au cirque ou au jiu-jitsu. Fait qu'on est super occupés. Puis toutes des compétences différentes en plus. Ouais. Dessin, piano, écoute, on essaie tout. On veut que nos enfants touchent un petit peu à tout pour qu'ils puissent eux aussi trouver leur compte. Mais pour moi, tu sais, je vois pas le fait que je pars super tôt le matin puis qu'ils me voient juste le soir, exemple la semaine. Au moins, je suis là le soir. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Mais je vois ça aussi comme quoi qu'ils vont pouvoir dire, ben mon père puis ma mère étaient super travaillants. Puis moi, je veux que mes enfants soient des enfants productifs qui puissent contribuer à la société, qui puissent faire avancer les choses. C'est un peu la drive que j'ai depuis probablement toujours. Il faut que tu donnes l'exemple. Exact. Pour moi, c'est comme un modèle d'exemple. Puis j'espère que ils vont être reconnaissants de ça plus tard. Puis toi, tu tiens ça d'où, cette éthique de travail-là? Écoute, ma mère, super travaillante. Mon père, écoute, c'est... C'est encore là, ton père. Là, mes parents, ouais, exact. Mes parents sont super travaillants. C'est sûr que je prends ça de là. J'ai fait du sport toute ma vie, compétitif, le hockey. Je pense que ça remonte à vraiment loin. C'est comme c'est dans moi. La lâcheté, j'aime pas. J'aime ça quand on avance en tant que société, en tant que personne. Quand je viens ici, j'ai ma route à faire le matin, 45 minutes le soir, le matin et soir. J'écoute des podcasts. Je fais du podcast aussi.
Exact, exact. Puis pour moi, c'est comme lire des livres. Les podcasts, c'est un petit peu la nouvelle façon de lire, là. J'apprends des autres, fait que ça fait accélérer ma croissance personnelle. J'apprends, j'adore ça. J'ai soif d'apprendre, j'ai soif d'avancer dans la vie. OK. Écoute, je veux pas... j'ai encore 2 peut-être questions, puis je sais qu'après ça, je te laisse aller, puis il faut que tu ailles opérer, là. La première question, c'est où tu penses là, dans les 3 prochains mois, là, qu'est-ce qui va arriver ici? Là? Parce que là, ça change quasiment à chaque mois, à chaque semaine. Là, qu'est-ce qui va arriver d'ici 3 mois? Mais écoute, là, on est fin octobre, on approche le méga rush des fêtes, comme on appelle. Tous les revendeurs, donc les compagnies qui font des ventes en ligne, c'est là que ça se passe. On parle des compagnies qui vont faire jusqu'à 40-50% de leur chiffre d'affaires en date 5 semaines. Wow. Donc, ça risque d'être 2, des fois 3 chiffres ici pendant 5 ou 6 semaines. Donc, pour les prochaines semaines, prochains mois, je pense que ça va être de passer ce rush-là pour les vêtements. Et après les fêtes, on va réévaluer. T'sais, on a notre nouvelle plateforme en ligne aussi qui génère des belles ventes aussi. Donc, tu sais, c'est une très bonne question. Dans 3 mois, on va être où? Je pense qu'on va juste être à un autre niveau encore, peut-être un petit peu plus d'employés. Mais ça serait de réévaluer. C'est comme du day by day quasiment. À chaque jour, c'est ça. Là. Bon, on est où, là? Puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ouais. On essaie de prédire, mais au rythme que ça va là, c'est comme il y a tout le temps des nouveaux clients qui rentrent. Fait que là, OK, comment qu'on fait pour avoir une qualité constante? Comment qu'on fait pour livrer à temps? Pour nous, c'est les questions principales. Donc, tu sais, ces derniers jours, on passe énormément de temps en production pour qu'on puisse s'assurer que ça roule, que ça roule rond, qu'on puisse fournir à temps justement pour les fêtes. Donc, on va éteindre les feux un peu dans chaque département tous les jours, savoir comment on fait pour améliorer ça aujourd'hui, ça cette semaine pour que ça roule mieux la semaine prochaine ou ça, tu sais. Fait que c'est vraiment du day by day quasiment. Puis là, dernière question pour te laisser aller après. Pas que j'aime pas le temps, mais on comprend l'emploi du temps. Moi, mon podcast, OK, l'audience, c'est des jeunes qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Des professionnels comme moi qui font le switch de devenir à l'entrepreneuriat ou des entrepreneurs peut-être qui cherchent à se ressourcer, voir d'autres entrepreneurs. As-tu un conseil, mettons, pour la jeunesse ou pour quelqu'un qui est employé qui rêverait d'être entrepreneur ou qui veut juste s'asseoir dans quelque chose? As-tu quelque chose à dire à ces gens-là, tu sais? Pour accélérer les choses, pour sauver du temps, je te dirais que ce serait d'aller voir, exemple, si tu choisis un domaine qui t'intéresse, ça serait d'aller voir c'est qui a du succès là-dedans. Est-ce que je pourrais apprendre de ces gens-là? C'est difficile d'avoir l'attention aussi. T'sais, on se fait régulièrement contacter, dire « Hey, j'aurais besoin de conseils de telle affaire. » La réalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si tu es capable d'aller chercher des gens déjà dans l'industrie, des gens qui ont du succès surtout dans cette industrie-là, ça va vraiment accélérer le niveau d'apprentissage puis la croissance pour ton idée. Mais je pense qu'ultimement aussi, c'est de le faire. Tu sais, il y a tellement de monde auquel je parle qu'ils ont des idées, puis c'est des bonnes idées, mais c'est juste de le faire. À un moment donné, il faut que tu sautes, là. Il faut que tu y ailles. T'as pas le choix. T'sais, comme si tu veux le faire, t'as pas le choix. Puis, tu sais, si ça implique de travailler le soir puis de garder ta job de jour, mais comme, fais-le. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme, est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que ce ne sera plus du 9 à 5 que tu vas faire. Non. Ça va être du 5 à 9. Ouais. Souvent, c'est ça que je dis, c'est l'inverse. Tu travailles beaucoup plus quand tu travailles à ton compte. Puis ça vient avec son upside, mais aussi des fois son downside. Puis c'est de là l'avantage peut-être d'avoir des partenaires des fois. Se lancer tout seul, ça peut être intéressant, mais je trouve que personnellement, d'avoir des partenaires, quand il y en a un qui est un peu plus down, il y en a sûrement un qui est un peu plus up. Faut pas que les deux soient down parce que là c'est... On vend en business, puis on passe à la prochaine. C'est pas facile la business. Ouais. C'est vraiment pas facile, mais je pense que c'est de juste jamais abandonner. Ouais. Puis la charge de travail, par contre, elle diminue pas. Tu te dis, parce qu'il y a du monde, dans le fond, là, ça me fait rire, ça, cette vision-là. C'est comme, je vais devenir entrepreneur parce qu'à un moment donné, je vais juste rien faire, puis l'argent va rentrer. Quand tu es entrepreneur, ça n'arrête jamais. Tu vas travailler jusqu'à 80 ans, là, tu sais. Puis peut-être que tu vas mourir à 81 ans quand tu vas décider de vendre tout ça parce que ton cerveau, il est tellement conditionné à faire plein d'affaires, à réfléchir. Si tu arrêtes tout d'un coup, tu meurs, là, tu sais. Ouais, tu sais, dans mon ancien travail, j'ai rencontré parmi les plus grands CEO, là, les plus grands, les gens qui ont beaucoup de succès. Ouais.
Puis souvent, j'en ai rencontré qui avaient 70-80 ans, puis ils travaillaient encore. Ben oui. Puis je leur ai dit, mais pourquoi tu t'arrêtes pas? T'as Tu sais, souvent, tout, ma tu sais. question, c'était comme, tu sais, je devenais ami avec eux. Puis j'étais comme, pourquoi tu t'arrêtes pas? Mais il dit, tu sais, je vais partir 2 semaines avec ma femme en Floride, mais après 2 semaines, elle peut plus m'endurer. Parce que tout ce que je fais, c'est penser au travail, parce que j'aime ça. Ouais. Vous avez compris. Ils aiment ça, c'est des passionnés pour la plupart des entrepreneurs. Ouais. T'as comme quasiment pas le choix de. Tu sais, tu peux pas aimer 100% de ton travail, là, on s'entend. Ouais. Mais si au moins tu aimes 80%, je pense que c'est déjà un bon début. Ouais. Écoute, Alex, merci beaucoup pour le podcast aujourd'hui. Merci, Pat. C'est sûr que je l'offre tout le temps à mes invités. C'est sûr que dans 1 an, j'aimerais ça te avoir, tu sais, un recurring, genre t'es rendu, tout ça, parce que des fois, on voit des entrepreneurs, puis on le sait plus, ils sont rendus où, puis tu sais, ils sont pas full présents sur les réseaux sociaux, mais moi, dans 1 an, j'aimerais bien ça. Ben, je pense qu'on va faire de la business anyway, mais je pense que dans 1 an, ça serait pas pire, là. Écoute, t'as juste à me lancer une invitation, ça va sûrement me faire plaisir de revenir. Puis en fait, si tu peux revenir avec Ben ton oui. setup. Ah ouais, 100%. Ici, on peut peut-être être dans une nouvelle bâtisse, on sait pas. Je sais pas. Mais anyway, merci beaucoup du temps. Merci, Pat. Fait que, guys, Alex aujourd'hui, Autorap 360, Printees, un entrepreneur d'ici, pas sa première business comme vous pouvez le voir, super terre à terre. Moi, j'ai très hâte de voir ce que l'avenir réserve pour lui. Mais aussi, je voulais vous remercier, vous, pour les écoutes, pour les commentaires positifs. Ça me donne chaud au cœur. Puis je vais continuer à faire des podcasts puis rencontrer des gens comme Alex parce que moi, ça me passionne dans la vie de voir des gens allumés comme ça qui veulent pousser, qui veulent dépasser leurs limites. Puis merci et au prochain épisode. Au revoir.